Donc, merci beaucoup, merci pour Simsteri pour votre présentation. C'est vrai que je pense qu'on ne peut que partager votre point de vue et votre engagement. À mon tour de remercier les organisateurs, merci beaucoup de m'avoir convié. Vous savez très bien que je me sens chez moi en médecine générale. C'est toujours un plaisir et un honneur, et à travers moi, bien sûr, le fait d'intégrer et d'associer à la médecine interne marocaine à votre événement. Donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va essayer de parler en 30 minutes. Je vais essayer de faire moins parce qu'il est déjà 13h30. On va, si vous voulez, démystifier un topo où pendant très longtemps, on croyait que c'était un chapitre qui était essentiellement dédié aux internistes, puisque chaque fois qu'on a une fièvre au long cours, on se dit c'est quelque chose de très compliqué. Donc avec Sigmira, avec le comité organisateur, ce que nous avons convenu ensemble, c'est de voir jusqu'où on peut aller en médecine générale. Et tout d'abord, comment va-t-on définir une fièvre au long cours, et est-ce que toutes les fièvres au long cours nécessitent une prise en charge extrêmement spécialisée? Et mon objectif en 30 minutes, c'est d'essayer de vous convaincre du contraire, et vous allez essayer de voir, nous allons essayer de voir ensemble qu'en gros, faire appel aux médecins spécialistes en médecine interne pour gérer ce chapitre, les hypothèses et les circonstances vont être le moins possible. Alors, des choses quand même basiques, ne le prenez pas mal, mais toujours des fois, parce qu'on continue à recevoir des patients avec de faux diagnostics, il y a des choses qui sont assez simples. On parle, la température centrale, c'est au-delà de 38 degrés le matin, et au-delà de 38,3 le soir, ça aussi c'est une notion importante. Et puis une notion qui est importante, c'est que ça doit être pris à distance des repas, et surtout, après un repos de 20 minutes. Et puis vous avez ici bien sûr des choses basiques que vous connaissez, que la température centrale c'est la voie rectale et la voie tympanique, et quand vous prenez la voie buccale et axillaire, bien sûr il faut ajouter 0,4 à 0,6 degrés. Et puis il y a des données importantes où avant d'arriver, je vois que vous prenez des photos, donc comme d'habitude je laisse mes diapos, donc elles sont dans l'ordinateur. Pour ceux qui veulent les prendre, elles sont la propriété de l'ensemble de la salle. Il y a quand même des datas importantes que l'on a en lisant tout simplement la feuille de température. Et c'est pour ça un des premiers messages que je vous donne en médecine générale, quand vous avez un patient qui vient vous voir parce qu'il a une fièvre qui persiste, vous allez lui dire tout simplement, si vous jugez qu'il ne doit pas être hospitalisé, qu'il n'a pas des critères de gravité que je vais essayer de voir avec vous tout à l'heure, prenez vos températures 6 fois par jour, mettez-la moi sur une feuille blanche tout simplement, revenez me voir dans 2 jours, et ça vous permet d'avoir des datas importantes. Des données importantes, pourquoi? Parce qu'une fièvre en plateau, regardez, si une fièvre élevée stable, les diagnostics dans le contexte marocain ne sont pas très importants. C'est la typhoïde, et puis il y a une nouvelle maladie chez nous, c'est le paludisme de primo-invasion. Quand vous avez une fièvre rénitente, c'est-à-dire une fièvre irrégulière, oscillante avec température subnormale le matin et élevée le soir, c'est des suppurations profondes. Donc là, vous allez aller directement à de l'imagerie pour rechercher, vous n'allez pas faire les différentes étapes. Quand vous avez une fièvre intermittente, ça veut dire une fièvre avec des pics et retour à la normale, c'est le palu, et je continue à avoir moi le palu dans mon service, des malades où on ne fait pas le diagnostic. Quand même, j'insiste sur cette donnée-là. Le Marocain voyage beaucoup actuellement en Afrique subsaharienne. Il y a des vols Casa-Rio, donc le palu, ce n'est pas uniquement l'Afrique subsaharienne. Le Brésil, si vous allez en Amazonie, il y a un risque de palu. Voilà des datas, des données que vous devez avoir. Et puis, une fièvre ondulante, et ça, c'est un message que je vous lance. Et je vais y revenir tout à l'heure, c'est que tout syndrome fébrile au long cours n'est pas synonyme d'une pathologie infectieuse. Et regardez, une fièvre ondulante, c'est la brucellose au Maroc, le lait pasteurisé, non pasteurisé, et puis une maladie qui est fréquente essentiellement parce qu'il y a des amis du Nord, c'est une hémopathie classique, qui est la maladie d'Hodgkin, qu'il faut garder en tête. Et voilà, donc une fièvre n'est pas obligatoirement une maladie infectieuse. L'autre message, c'est que quand vous avez un syndrome fébrile, les données qui vont vous faire transférer le patient très rapidement, ou là vous n'allez pas passer les étapes, c'est les signes de gravité. Et s'il existe un signe de gravité majeur que vous devez garder, et c'est un signe que l'on passe à côté, pourquoi? Parce que l'on ne déshabille pas systématiquement nos patients, c'est ce fameux purpura fulminans, donc la méningite, les méningococcémies, où le malade peut rapidement mourir. Bien sûr, n'oubliez pas les terrains sous-jacents, nos patients qui sont sous corticothérapie au long cours,
Et en médecine générale, beaucoup de patients sont sous corticothérapie au long cours, l'immunodépression, bien sûr le syndrome septique sévère, et bien sûr cela va de soi. Chaque fois que vous avez un trouble neurologique, la question ne se pose pas, le malade est rapidement transféré. Là, je vous ai mis des choses, des données de médecine générale auxquelles vous devez, c'est comme, vous savez, la checklist du commandant de bord avant de décoller. Pensez toujours au palud. Moi, ça m'est déjà arrivé de perdre des malades avec un paludisme. Le traitement est facile, il est gratuit et c'est extrêmement aisé. Lorsque vous posez le diagnostic en retard, même si le traitement est adapté, le patient mourra indépendamment, bien sûr, de thérapeutique. Les lombalgies fébriles, c'est quelque chose que j'ai vécu moi, j'ai failli mourir d'un choc septique. Voilà, c'est des choses classiques, basiques, auxquelles on ne pose pas, c'est des diagnostics d'interrogatoire. Les douleurs abdominales, l'érysipèle, vous savez, les érysipèles avec des cellulites extensives, c'est des diagnostics simples. Au Maroc, diabète, prévalence 7 à 10%, 3 millions de Marocains. Est-ce que vous examinez systématiquement les pieds de vos malades? Ben, ça commence toujours par un intertrigo interorteil, une petite fièvre. Vous ne voyez pas votre érysipèle. Et au moment où vous allez faire le diagnostic d'une cellulite extensive, voilà des données basiques, simples. Et puis, je ne parlerai pas de l'enfant et du nourrisson parce que le nourrisson, c'est l'apanage des pédiatres. Enfin, l'apanage des pédiatres pour les formes graves. Alors, rechercher des signes d'orientation, je vous l'ai dit. Et en gros, en fin de compte, ce que je vais vous convaincre aujourd'hui, même si on est dimanche à 14h, à 13h40, c'est que, s'il vous plaît, la meilleure façon de poser un diagnostic d'une fièvre au long cours, c'est d'éviter qu'elle ne devienne une fièvre au long cours. Et ça passe par quoi? En faisant ça, en fin de compte, le syndrome fébrile est un syndrome aigu ou subaigu. C'est que tout simplement dans notre consultation à nous, de consultation spécialisée, ce sont des patients où tout simplement on n'a pas posé les bonnes questions, des questions d'interrogatoire, ou que tout simplement nous n'avons pas déshabillé notre patient. Et l'auscultation cardio-pulmonaire, au-delà de l'endocardite infectieuse, qui est assez typique, les péricardites, voilà, des péricardites basiques, ce fameux frottement péricardique. Et en gros, ces diapos que j'ai prises de chez mon ami le professeur Mahmoud, c'est que, premier message de cette première partie, et c'est des patients qu'on continue à voir, c'est que chaque fois que vous avez une hyperacousie polynucléotrophile avec une CRP élevée, les médecins démarrent une antibiothérapie. Et puis, je peux vous donner un simple contre-exemple, une leucémie aiguë, ça a une hyperleucocytose, ça a 400 de CRP, et ce n'est pas une maladie infectieuse. Une péricardite, actuellement, c'est une péricardite aiguë, virale, ça vous donne 500 de CRP, ça vous donne une hyperleucocytose, et ça se traite par de l'aspégique, tout simplement et de la colchicine, et ça n'a rien à voir avec une maladie bactérienne. Donc, en gros, première partie, conclusion, toute fièvre n'est pas infectieuse et toute infection ne nécessite pas une antibiothérapie. Ça, c'est un des gros messages que je voulais passer. Alors maintenant, une fois faite cette longue introduction, mais M. Hermous, définissez-moi cette fièvre au long cours. Ben, vous avez vu que je l'ai volontairement, sur le plan pédagogique, je l'ai mise à la fin, parce qu'en respectant cette première partie, ben, vous allez déjà squeezer 30% des hypothèses diagnostiques de fièvre au long cours. Et quand vous avez correctement fait ça, ben, une fièvre au long cours, c'est une fièvre au-delà de 38,3, constatée à plusieurs reprises pendant 3 semaines ou plus, et dont l'étiologie n'est pas connue, après une enquête clinique, et examen de routine. Vous avez vu, l'enquête clinique est la base de tout cela. Donc, en gros, ensemble, ce que nous allons essayer de voir, c'est que, est-ce que devant toute fièvre au long cours, je vais faire mon PET scan, etc., systématiquement, ou mon scanner? Non. En gros, c'est qu'il existe une démarche diagnostique, clinique et d'examen complémentaire qui est obligatoire dans notre prise en charge d'une fièvre au long cours. Alors, regardez, je vous ai mis cette... J'ai pas le temps, ça serait prêté en atelier. Quel est pour vous l'indicateur le plus fiable d'un syndrome inflammatoire? VS fibrinogène, CRP, apto, oroso. J'aurais mis procalcitonine, mais bon, procalcitonine, c'est un autre topo. Donc, vous avez vu que, et on va essayer de voir ensemble, en gros, une des questions qui se pose à vous en médecine générale, si je suis en présence d'un syndrome fébrile au long cours, quel serait le paramètre biologique qui va m'aider à poser le diagnostic d'une inflammation? Et regardez, je vous ai mis ici une dépendance exclusive de la réaction inflammatoire. La CRP au-delà de l'apto, au-delà de fibrinogène, et la VS vient en dernier. Pourquoi? Parce qu'il existe des faux positifs.
Une IVS accélérée, c'est d'abord une électrophorése des protéines. Vous recherchez une hypergamma qui peut faussement, et puis j'ai Madame Kherbache à côté, la grossesse en elle-même peut faire monter la vitesse de sédimentation. Et puis ce qui m'intéresse dans mon raisonnement, c'est cette cinétique rapide d'évolution de la CRP par azote aux autres, une grande sensibilité, bien sûr, exécution rapide et peu onéreux, et voilà, c'est des choses qui vont vous permettre de raisonner. Alors, je ne vais pas m'attarder, je n'ai pas le temps, je vous ai mis ici dans la CRP, puisque c'est celui qui serait un des moins chers et peut-être le plus fiable en médecine générale, mais nous, en médecine spécialisée, on utilise également, on intègre la procalcitonine dans notre raisonnement médical. Alors, volontairement, je vous ai mis ces diapos pour essayer d'élucider ce que je vous ai mis tout à l'heure. Je vous ai mis toutes les affections suivantes, sauf une, peuvent donner un syndrome inflammatoire. Et regardez volontairement dans les hypothèses diagnostiques, j'ai mis tout, sauf les maladies infectieuses. La myxome de l'oreillette, sinusopathie, hyperthermie habituelle, un TRAPS pour faire bien médecine interne, donc les maladies compliquées, et dissection aortite chronique. Et hier, on rendait les jurys de concours d'internat, donc je suis dans le jury, et donc on a rendu les épreuves d'admissibilité. Il y a avec moi le professeur Elkal. Il a opéré un patient dissection aortique, fièvre au long cours. Le patient va bien, mais il aurait pu mourir. Voilà, c'est une urgence qui est passée en chronicité et on est complètement passé à côté. Voilà, des hypothèses donc pour vous illustrer. Et je vous demanderai dans les étiologies que je vais vous mettre tout à l'heure de retrouver quelle est la réponse. Donc vous avez dit sinusopathie, donc j'invite à tout le monde à trouver la réponse dans les études que je vais mettre tout à l'heure. Donc oui, c'est vrai. Oui que les causes infectieuses sont les plus fréquentes. Dans le contexte marocain, c'est 50%. Mais moi, ce que je vous demande de retenir, c'est que 50% ne sont pas infectieuses. Donc voilà, endocardie, tuberculose, tout ça, c'est des choses basiques, classiques. Mais regardez ce que je vous ai mis ici, sujet débilité. Le sujet débilité, c'est quoi? C'est un diagnostic interrogatoire. Si j'ai un drépanocytaire, si je n'ai pas posé la question, vous savez que les drépanocytaires sont des patients qui sont en asplénie. Donc, c'est du fait des infarctus spléniques qu'ils font, c'est comme s'ils n'avaient pas de rate, et donc c'est des patients qui peuvent faire des infections, et d'où l'intérêt de les vacciner. Voilà, en fin de compte, quand on s'intéresse à tout cela, ce sont des diagnostics d'interrogatoire. Sinusopathie, donc elle fait partie. Donc vous avez vu, sinusopathie chronique, ben voilà, des choses basiques qui font partie. Infection dentaire, est-ce qu'on examine systématiquement les dents de nos patients? Et puis, je vous ai mis ici, infection bactérienne, mais regardez, virale, parasitaire chronique. Et on pense toujours aux infections. Quand on dit infectieuse, on pense aux bactériennes et on oublie les autres choses. Et puis, une cause rare, c'est le syndrome de Munchausen, on peut y revenir. Ça, c'est plutôt ces diagnostics interrogatoires. Les autres hypothèses qui sont importantes, ce sont les néoplasies. Et en premier, ce sont les hémopathies. Et les hémopathies sont des causes extrêmement importantes, fréquentes, c'est 10% des cas. Les hémopathies, les myélodysplasies, et puis les tumeurs solides. Les tumeurs et les métastases hépatiques. Et vous savez comment on pose le diagnostic? Tout simplement, c'est des métastases qui répondent tout simplement à l'aspirine. Voilà, un des critères, quand vous avez une image au niveau du foie, quand ça répond, quand la fièvre disparaît rapidement à l'aspirine, voilà, c'est un des critères de diagnostic. Et voilà, donc en gros, et puis j'ai mis ici néoplasie testiculaire. J'ai perdu mon cousin il y a 20 ans, d'une fièvre au long cours, personne n'a examiné. On a posé le diagnostic de néoplasie testiculaire quand il avait des métastases pulmonaires. En parallèle, je vous donne l'exemple également de Armstrong qui a gagné le Tour de France 7 fois. Vous connaissez tous ce monsieur. Il avait une néoplasie testiculaire diagnostiquée rapidement. On l'a opéré, il a regagné 3 Tours de France. Voilà, c'est ce que je vous dis, un des messages importants, c'est qu'avant, la meilleure façon de prendre en charge une fièvre au long cours, c'est d'éviter qu'elle ne devienne une fièvre au long cours. Et généralement, l'interrogatoire et les examens cliniques permettent de vous retrouver des diagnostics. Et vous convenez qu'avec moi, c'est des diagnostics assez aisés où vous n'avez pas besoin d'un interniste. Et puis, ce n'est qu'après. Et regardez, souvent on adresse les patients en médecine interne, et regardez que nos causes, en fin de compte, notre rapport de diagnostic en tant que spécialiste est faible par rapport à la médecine générale. On ne vous rendra service que dans à peu près 25% des cas, et encore parce que dans ces maladies-là,
beaucoup peuvent être posées en médecine générale. La fibrose rétropéritonéale, c'est quelqu'un qui a mal en lombaire, vous faites un scanner et vous retrouvez. Donc voilà, c'est très facile, c'est aisé. Et puis le Crohn, là aussi, c'est un diagnostic d'interrogatoire. Est-ce que le malade a des diarrhées? Et les connectifs, voilà, en fin de compte, ces maladies. Et puis je voudrais quand même parler d'une maladie qui existe. On en parlait tout à l'heure avec une collègue dans la salle. La fièvre périodique, d'accord, les douleurs abdominales, syndrome fébrile, c'est des gens qu'on opère, à chaque fois pour une appendicite, on ne trouve rien. Test thérapeutique simple, vous donnez de la colchicine, ça disparaît, elle fait disparaître de la fièvre, fait disparaître les douleurs abdominales, et puis vous confortez votre diagnostic avec la recherche du gène MEFV de la maladie périodique. Et puis, n'oubliez pas les causes cardiovasculaires. Hier, j'étais invité, donc j'ai assisté à une conférence sur l'intelligence artificielle et j'ai rencontré un collègue que j'ai soigné il y a 12 ans. Il y a 12 ans, il était hospitalisé à Cherzet pour un accident de la voie publique et il avait fait une fracture, on l'a opéré, post-fracture, et puis il a fait de la fièvre qui persistait. C'est un collègue et donc antibiotiques. Et on m'a appelé pour donner en 2006 mon avis pour bilan d'une fièvre, pour donner une antibiothérapie post-opératoire, donc du nosocomial, chez un patient qui présentait de la fièvre. Je ne sais pas, peut-être qu'il y en a parmi vous qui connaissent ce collègue. Ça faisait plaisir de rencontrer hier. Vous savez le diagnostic c'était quoi? C'était une phlébite des membres inférieurs. Personne n'avait examiné. C'était un polytraumatisé qui était alité. Personne n'examinait ses mollets. C'était une phlébite, il aurait pu mourir d'une embolie pulmonaire. Donc la maladie thromboembolique fait partie des hypothèses diagnostiques. Et puis j'ai mis ici thrombus intracardiaque. N'oubliez pas une maladie qui est fréquente au Maroc, c'est la maladie de Besset, qui est aphthose buccale, aphthose génitale. Et quand vous avez de la fièvre, vous pensez à d'autres diagnostics. Voilà. Donc je pense que en vous donnant ces hypothèses, en vous les commentant, je suis sûr que vous êtes en train de voir des patients qui sont passés de votre consultation et peut-être que nous n'avons pas posé les bonnes questions pour réorienter le diagnostic. Et ce n'est uniquement à cette étape que vous allez faire appel à l'interniste. Et l'interniste, vous allez voir quand vous allez envoyer le patient, il va refaire votre travail. Donc en gros, on l'a envoyé peut-être trop tôt puisqu'il va reposer les questions d'antécédents. L'origine ethnique, maladie périodique, juifs séfarades, pourtour méditerranéen au Maroc, la maladie de Besset dans le contexte marocain, la profession, les loisirs, quand si vous allez en campagne à la forêt, la maladie de Lyme, c'est comme ça que vous allez faire cette maladie. Les voyages, Rio de Janeiro, donc le paludisme, ce n'est pas uniquement l'Afrique subsaharienne. Les médicaments. Est-ce que vous posez, et ça c'est une question que je vous dis, chaque fois que vous avez un patient avec une fièvre au long cours, c'est très simple, et tout simplement, vous allez être étonné de retrouver ce qu'on appelle les fièvres médicamenteuses et les fièvres aux antibiotiques, que nous sommes responsables de cela. Et puis, bien sûr, l'anamnèse. L'anamnèse, j'en ai parlé, donc je vais aller beaucoup plus vite, donc les signes cliniques, tuberculose, etc., etc. Et puis, pour rendre hommage à mon avis, Madame Ammar, présentation atypique, silencieuse, c'est ce qu'on appelle le patient gériatrique affébrile, indolore. Et voilà, je pense qu'elle parlera mieux de moi, et c'est pour lui tendre la perche par rapport à la conférence qu'elle fera tout à l'heure. Et puis, n'oubliez pas une chose, syndrome inflammable VS accéléré n'est pas une maladie. Ça, c'est un message important. Quelqu'un qui avait une fièvre qui persistait, le critère de jugement d'efficacité, ce n'est pas la normalisation de la VS, c'est plutôt un critère clinique. Le fait de garder une VS accélérée ne veut pas dire que votre patient continue à avoir la maladie. On pourra revenir tout à l'heure dans une discussion. Et je vous ai mis ici voilà, thrombose veineuse, hématome et bien sûr les causes médicamenteuses, surtout si vous âgé, les antiarythmiques, d'accord, les antihistaminiques et bien sûr le plus grand pourvoyeur, c'est les antibiotiques. Vous donnez un traitement pour soigner une fièvre, votre efficacité, vous êtes efficace sur le plan infectieux, vous allongez la durée de votre antibiotique, votre malade est guéri, il garde la fièvre, mais c'est une fièvre qui est secondaire à votre antibiotique et qui n'a rien à voir avec sa maladie causale. Donc il faut savoir se poser des fois et regarder la question. Et puis la deuxième étape, c'est des choses qu'on oublie de faire
qu'on oublie de faire, c'est, vous savez, moi quand j'étais enfant, quand j'allais chez mon pédiatre, il avait deux salles. Une salle où il recevait la famille pour faire l'ordonnance et l'autre salle où l'infirmière me faisait rentrer. Et qu'est-ce qu'elle faisait, l'assistante? Elle me déshabillait. On a oublié de déshabiller nos malades. Mais c'est exactement ça ce que je vous ai mis. Le médecin viendra vous chercher en cabine pour vous déshabiller. Alors l'autre chose, s'il vous plaît, les choses qui rapportent gros en médecine générale, que vous devez systématiquement faire. Au-delà de 50 ans, regardez les artères temporales de vos patients. Maladie d'Orton. Vous examinez l'œil de vos patients, vous faites un examen, l'œil rouge, les uvéites qui vont vous orienter vers une maladie particulière. N'oubliez pas l'examen ORL. Les dents, examinez tous les ganglions. Je continue à faire des diagnostics de maladies d'Hodgkin, de lymphome, parce que tout simplement, il y avait un petit ganglion qui est passé inaperçu. Les thyroïdites, donc dommage, je ne sais pas si on a avec nos copains de Salé dernièrement, une thyroïdite diagnostiquée sur PET scan. C'est quand même dommage qu'on arrive au PET scan pour le diagnostic d'une thyroïdite. C'est très simple, c'est quelqu'un qui a une fièvre, qui persiste, qui a des douleurs cervicales. Deux diagnostics. Maladie de Takayasu chez la femme, vous prenez le pouls, l'absence de pouls. Et chez l'être humain, chez tous les hommes et femmes, c'est la thyroïdite. C'est très simple. Vous dosez la TSH et vous faites une échographie, une scintigraphie qui est blanche. Voilà, c'est des diagnostics auxquels on passe à côté. Les carotides, bien sûr, j'en ai parlé. Les jugulaires et puis, bien sûr, la colonne cervicale. Et puis, bien sûr, le souffle cardiaque, c'est très simple. L'examen, bien sûr, l'acide, tout ça, c'est des choses basiques. Et n'oubliez pas, l'examen cutané. Dernier patient que j'ai eu, tout simplement basique, patient, hyperuricémie, goutte, crise de goutte qu'on met sous ilorique, qu'on oublie de voir, qu'il y a une fièvre au long cours, c'était un Lyell. Et on a perdu, pas plus tard que la semaine dernière, le surveillant des urgences, voilà, qui est mort secondaire, voilà, à des choses, voilà, basiques et des fièvres au long cours, voilà. Donc on l'a perdu, donc la semaine dernière, voilà, des choses. Donc c'est pas des choses que je vous raconte tout simplement, c'est du vécu. Et donc cette conférence, je l'ai faite avec, enfin cette présentation, je l'ai faite avec mon tablier de médecine générale. Et puis les membres inférieurs, regardez, volontairement, je vous ai mis ici. Est-ce qu'on s'amuse tous à regarder, voilà, les crises et embolies de Christophe, voilà, des choses basiques, donc tout simplement auxquelles je n'ai pas le temps de m'étendre. Alors j'arrive aux examens complémentaires et vous avez vu que volontairement, j'ai fini avec les 2/3 de la présentation, donc je respecte les temps, il me reste 10 minutes. Donc les 2/3 de la présentation, et à aucun moment, je n'ai parlé d'examens complémentaires. Et vous avez vu que volontairement, ça a été fait volontairement parce qu'on se jette à faire des examens coûteux, alors que souvent le diagnostic est souvent pas toujours. Et donc, en gros, la question qui se pose, c'est à quel moment dois-je demander des examens complémentaires? Et si oui, quels sont les examens complémentaires que je vous disais qu'il faut demander? Je les ai mis ici. Scintigraphie, ça c'est un questionnaire, donc vous allez répondre comme tout à l'heure avec les hypothèses que je vais mettre. Scintille au gallium, scintille au globule rouge marqué, le PET scan, le scanner thoraco-abdominopelvien et la biopsie de l'artère temporale. Donc voilà, quelle est la meilleure rentabilité? Je vous laisserai répondre tout seul. Donc regardez la troisième étape, examen biologique. Ce n'est que lorsque vos examens sont négatifs que vous passez au scanner et l'échographie transthoracique, et ce n'est que quand c'est négatif, que ça c'était avant, qu'on faisait le PET scan, puis scintigraphie au gallium. Ça, c'est à l'étape de médecine générale. Vous allez voir que quand on est en milieu spécialisé, on squeeze des fois cette étape et le PET revient très rapidement en deuxième intention. Alors, PET scan et fièvre inexpliquée, donc je suis obligé d'en parler parce que c'est l'actualité. Regardez, c'est sensibilité 80%, spécificité 86%, apport diagnostique, qu'on ne vous vante pas des choses fausses. Ce n'est pas chouefa, comme ce que m'a dit un collègue, ce n'est pas l'examen qui va vous poser le diagnostic. Il est intégré dans un contexte d'argument. Et regardez, il vous règle le problème dans 35-70% des cas, mais ce n'est pas 100% des cas. Il a un intérêt dans l'infection focale,
Dans les pathologies inflammatoires, particulièrement les vascularites et les vaisseaux vasculaires des gros troncs, les thyroïdes granulomateuses, et puis les hémopathies et les tumeurs solides. Et puis la question du coût, il faut l'intégrer dans le total des examens complémentaires que l'on doit faire. Donc voilà, donc quand c'est négatif, vous passez au PET. Quand c'est positif, vous avez les examens orientés. Et quand c'est négatif, vous passez aux examens de 4e ligne. Et puis regardez, les examens de 4e ligne, ce qu'on faisait avant, vous savez, moi quand j'étais interne, quand j'étais PA et puis professeur dans mon agrégation en 2006, ben l'échographie et la colonoscopie, c'était l'examen de première intention. Vous avez vu qu'avec les nouvelles données, actuellement les recommandations, ben c'est des examens de 4e intention, la biopsie médulaire également. On peut y revenir tout à l'heure en discussion. Et puis, pour mes 5 dernières minutes, c'est quid, que dois-je faire? Quelle est mon attitude? Donc, on a vu notre raisonnement médical, notre raisonnement adapté avec les examens complémentaires, et puis notre rôle également, c'est de proposer une thérapeutique, parce que le patient, il paye 100 000 dirhams s'il ne voit pas les traitements arriver, il y a de quoi. Donc voilà, quid si persistant du syndrome fébrile. Et à ce moment-là, ce n'est qu'à ce moment-là qu'un traitement d'épreuve par anti-BK est justifié. Et là, je saisis, puisque j'ai le micro, pour vous passer un message important. S'il vous plaît, le quantiférant, cet examen qui coûte 1500 dirhams, je ne sais pas s'il y a des gens dans le laboratoire, ils vont me détester, n'est pas un examen biologique pour poser le diagnostic de tuberculose maladie. S'il vous plaît, intégrez bien cela. Le quantiférant n'a intérêt que pour dire que vous avez une infection tuberculeuse latente. Nous tous, on est 500 dans la salle médecin. Si on fait 500 quantiférants médecins, ils vont tous être positifs. Est-ce que ça veut dire qu'on a une tuberculose maladie? S'il vous plaît, intégrez cela dans votre raisonnement médical, puisqu'on continue à avoir maintenant, on prescrit du quantiférant à tort et à travers, et on donne des traitements antibacillaires sur des quantiférants positifs, ça n'a rien à voir. Un traitement d'épreuve par corticoïdes est justifié, oui, quand vous n'avez pas de diagnostic, mais à condition que vous ayez respecté les étapes. Et puis, la probabilité d'une infection sous-jacente demeurée non diagnostiquée est grande, attention. Donc, c'est ce qu'on appelle, je vous rappelle, les syndromes paranéoplasiques. C'est un syndrome clinique ou biologique qui peut survenir en même temps, venir après ou précéder une néoplasie et qui doit disparaître avec la guérison de la néoplasie. Et puis la résolution, et ça c'est une notion importante, dans 30% des cas, 30% des syndromes fébriles vont guérir tout seuls. Et chacun va mettre ce qu'il veut. Quel rigole parce que quiz, quel rigole parce que dirt le miel, quel rigole parce que dirt le hijama, quel rigole parce que je suis en train. Chacun va donner son explication, mais la science a montré partout dans le monde que dans 30% des cas, ça va disparaître tout seul, même si vous ne faites rien. Et puis, ce n'est qu'à ce moment-là que l'avis du Dr House s'impose. Donc, bilan négatif. Donc, regardez, c'est ce que je vous ai mis, s'il vous plaît. Il faut savoir s'arrêter quand vous pouvez être des examens complémentaires. Donc, ça ne sert à rien de ruiner vos patients. Pas d'autres investigations. Le suivi est plus important que les examens complémentaires quand ils sont négatifs. Et regardez, 30% vont régression en 3 à 6 mois. Un tiers, vous allez avoir une diagnostic ultérieure. Ça veut dire qu'il faudra continuer à surveiller vos patients. Et bien sûr, dans un tiers des cas, vous n'aurez jamais de diagnostic, même si vous amenez le meilleur des RCP. Alors, des spécificités gériatriques, juste pour Mouna, voilà, BAT, j'insisterai jamais. C'est une maladie qui est nouvelle chez nous. Je me rappelle très bien quand j'étais à Paris, quand j'étais chef de clinique à Paris, j'avais ma professeure, j'étais tout le temps en bagarre avec elle. Elle me disait, il y a un gradient nord-sud pour les vascularites. Elle me disait, les vascularites n'existent pas au sud, ça n'existe qu'au nord. C'est faux, parce que tout simplement, on avait une espérance de vie qui était basse. Actuellement, que l'espérance de vie est à 75 ans au Maroc, ben, ces maladies qui existaient au nord, ben, parce qu'elles existaient, elles surviennent chez des sujets âgés. Maintenant, vous avez des sujets âgés. Donc, on nous a inculqué que ces maladies n'existaient pas. C'est faux. Maintenant, et je pense que Mme Ammar en parlera, elle est mieux placée que moi pour en parler. Ces maladies, ces spécificités gériatriques, ben, c'est une actualité dans le contexte marocain. Je vous ai donné l'exemple type, c'est la maladie d'Orton. Amusez-vous à regarder les artères temporales de vos patients. Donc, patient asymptomatique, et là, un message important.
Quand vos malades est symptomatique et qu'il y a un engagement du pronostic vital, là, vous avez le droit de tout mettre. Vous mettez antibiotiques, lébrites, comme les antibiotiques, non, c'est pas automatique. Là, ce n'est pas vrai. Vous mettez antibiotiques à spectrolase, vous mettez traitement antibacillaire, vous mettez corticoïdes, vous mettez ce que vous voulez. Là, le pronostic vital est mis en jeu. Et vous avez vu que quand on respecte tout ce qu'on a dit, ben ce monsieur, il chômerait parce qu'on ne lui donnerait pas de malade à diagnostiquer. Je vous remercie.